Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je suis ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée Actor Framework, Architecture, deuxième partie, où on va continuer en fait l'exercice qu'on avait démarré lors de la précédente vidéo. On va le terminer parce que c'est assez important et puis on va continuer bien évidemment à regarder l'architecture du framework qui est tout aussi intéressante. Et donc, sans plus attendre, on va rappeler ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Donc, dans la précédente vidéo, l'exercice consistait à lancer un acteur. Donc, cet acteur s'appelait le caller. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouton, c'est le Launch Nested. Et en fait, l'idée, c'est qu'en appuyant sur ce bouton Launch Nested, on lançait un autre acteur qui est le Nested. En fait, pour rappel, le caller, c'est l'acteur qui lance un autre acteur. Et le Nested, c'est l'acteur qui est lancé. Donc l'appelant, c'est le caller, l'appelé, c'est le nested. Bien évidemment, c'était une petite machine d'état sur lequel on avait un petit bouton send où on peut envoyer un message qu'on va display. Et puis il y avait un petit bouton d'erreur avec la gestion d'erreur où on génère volontairement, on avait créé un message, enfin une méthode et un message méthode sur lequel on exécutait la méthode pour créer une erreur volontaire dans l'acteur. On va continuer l'exercice. Donc, on part en fait de la dernière version de l'exercice. Et donc, du coup, vous pouvez la télécharger sur GitHub, sur la précédente vidéo. Vous avez le code source qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à regarder sur GitHub. Vous avez tous les codes sources globalement des formations de Technologie de France. Donc là, on en revient à nos moutons. Donc on regarde justement ce fameux caller. Il y a également un display message, donc le message compteur. Ça, c'est à chaque fois qu'on exécute alors la fameuse méthode do qui est générée par le scripting lorsqu'on va faire en fonction d'une méthode de l'acteur, on va faire un bouton droit et on va scripter un message. Enfin, on va faire message, actor framework message, et là on va scripter. Et qu'est-ce qu'on va scripter? On va scripter un objet message. Et dans cet objet message, il y a une méthode do. Et donc, en fait, il y a la méthode do et il y a la méthode send message. Send message, ça va être pour écrire dans la queue. Et do, ça va être lorsqu'on va déqueuer, on va pouvoir exécuter de cette manière-là, grâce à cette méthode-là, la méthode qui correspond justement au message. Donc, à chaque fois qu'on va exécuter cette méthode do, qui sera dans le receive message qu'on a surchargé et qui fait partie des éléments de la forme canonique de justement cette machine d'état, on a un compteur qui s'incrémente. Pour rappel, une erreur à éviter justement par rapport à le receive message, c'est que on ne doit surtout pas lancer de message dans receive message, parce que sinon, receive message, on va remplir la FIFO pour la déqueuer, et donc on va tourner en boucle. Donc dans receive message, quelle attitude on doit prendre? Eh bien, on doit simplement utiliser les méthodes en utilisant la référence de l'objet de manière assez classique. Il n'est pas nécessaire de lancer un nouveau message dans message. Donc ça, je vais vous le remontrer. Et donc du coup, une chose qui pourrait être intéressante, c'est que en fait, le receive message, à quoi il sert? Il sert à exécuter les messages qui proviennent de la FIFO en utilisant la méthode do. Mais également, lorsque l'on va le surcharger, on va pouvoir tracer toutes les méthodes qui ont été lancées de cette manière-là. Et donc, ça permet alors de faire un compteur, certes, c'est intéressant, mais au-delà de faire un compteur, on va pouvoir également faire un fichier log. Pourquoi? Parce qu'on peut savoir quel acteur a lancé le message, depuis quel acteur ça a été lancé, et on peut savoir également quelle méthode a été lancée. Et donc, du coup, on peut tracer tous les événements. Et donc, ça peut être assez pratique puisque on peut enregistrer dans une locale, justement, chaque fois que justement la méthode do a été exécutée. Et donc, ça permet de faire un fichier log tout simplement. Et donc, ça, je vais vous le montrer en première partie. Et puis, en deuxième partie de l'exercice, eh bien, on va s'attaquer au nested. Donc, on va créer un acteur qui va lancer un autre acteur. Donc ça, c'est la nouveauté. Et cet autre acteur qui est l'acteur nested, on va faire tourner un sinus, par exemple, ou un cosinus. Aujourd'hui, c'est vraiment du basique, c'est-à-dire un acteur qui lance un autre acteur, une petite erreur qui est gérée par l'acteur nested, ok, pourquoi pas, et puis une petite communication. Donc, on aura le petit bouton pop-up qui va lancer un pop-up dans le caller.
Donc nouveauté, le caller va lancer un nested. Le nested, lorsqu'il lancera son pop-up, il pop-upera directement sur le caller. Une simple petite communication. Et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, cette fois-ci, on fera un mode de communication complet entre le caller et le nested. Une explication de ce qui se passe quand un nested s'arrête par rapport au caller. Et puis, on apprendra les dépendances fichiers, les façons pour éviter des dépendances fichiers, pour envoyer justement des messages de l'un à l'autre. Et en fait, c'est dans la notion de modularité, de flexibilité dans un projet. Si par exemple, vous fabriquez un nested et que vous voulez le réutiliser dans d'autres projets, vous n'avez pas forcément envie d'embarquer la totalité du projet précédent. Et donc là, je vous montrerai comment on fait pour éviter les liens de dépendance fichiers. Tout simplement, tout en gardant les communications. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc ça, c'est le menu global. Donc là, sans plus attendre, on va aller sur le bureau et on va voir, on va continuer notre exercice. On va aller regarder très rapidement l'actor core du caller pour nous rappeler un petit peu de ce qui se passait. Donc on y va, hop. Donc on a l'actor core. La seule chose qu'on n'a pas encore câblé justement, c'est le launch. Donc ce fameux launch nested, puisqu'on s'en est pas occupé. Donc là, ce qu'on va faire en préambule, on va déjà regarder le message compteur. Donc pour rappel, le message compteur démarrait à 1, et donc du coup quand on appuyait, on avait 2 directement, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors la semaine dernière, je ne l'avais pas notifié, mais c'est parce qu'on lance un tout premier message. Et donc comme on lance un tout premier message, il y a une incrémentation au démarrage. Donc au démarrage de la boucle, quand il y a une déclaration d'initialisation, et en fait on initialise justement cette référence. Et pourquoi ça ne s'affiche pas au démarrage? Parce qu'en fait, dans la séquence, rappelez-vous ce qu'on avait fait au niveau du message. On va aller regarder ça. Hop. Là, on incrémente d'abord. Et ensuite, on lance la fameuse méthode do qui va lancer la référence, enfin qui va lancer la méthode de déclaration. Sauf que là, ici, là, à l'intérieur de cette méthode-là, on n'a pas encore déclaré, historiquement, on n'a pas encore déclaré notre référence. Donc du coup, il n'y a rien qui est mis à jour. Donc c'est normal. Donc si on est de manière séquentielle. Là où c'est étonnant, c'est que j'aurais imaginé que comme la référence n'existe pas, il envoie une erreur. Là, il n'a pas envoyé d'erreur. Bon, ok, intéressant, mais il aurait pu envoyer une erreur. Et là, on aurait eu justement cette problématique-là. On va le laisser comme ça pour l'instant. En théorie, il faudrait le gérer, c'est-à-dire la première fois où c'est lancé, on ne display pas parce qu'on sait que la référence, elle n'est pas encore rentrée, puisque alors dans le caller, voilà, on envoie la référence. Et donc la méthode, elle va être exécutée. Et donc la méthode, elle est exécutée après l'incrémentation. Elle est exécutée, hop, hop, hop. Voilà, la méthode, elle est exécutée avant, il y a l'incrémentation, donc l'incrémentation qui s'exécute avant, et la méthode de déclaration, elle est exécutée après. Donc du coup, quand j'y retourne, en fait, là, je peux pas mettre à jour puisque je ne suis pas encore chargé dans la locale. Donc voilà pour la petite explication. Donc là, ce qui peut être intéressant pour nous, ce serait de connaître justement... alors, autre chose. Je n'ai pas câblé la méthode ici, parce qu'en fait, l'entrée et la sortie ne sont pas exactement les mêmes. L'entrée et la sortie ne sont pas exactement les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez un cast et un décast à l'intérieur. En fait, quand vous allez à l'intérieur, hop là, alors ça se passe ici. OK. Donc dans l'architecture, voilà. Donc ça, c'est les méthodes do, les fameuses méthodes do. Et dans les méthodes do qu'on va exécuter, donc les méthodes do, en fait, c'est pour lancer justement les méthodes tout court. Mais pour pouvoir les lancer, il y a un cast, enfin un décast ou un cast, en fait, on va caster l'objet d'une certaine manière. Donc on va le caster normalement à l'objet mère, en quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. On va le caster à l'objet mère et après on va le décaster. Ouais, c'est ça. On va le caster à l'objet mère et après on va le décaster à l'objet phi. Enfin, il y a toute une mécanique qui fait que l'entrée n'est pas égale à la sortie. On verra cette partie-là dans le détail, mais honnêtement, c'est assez technique. C'est pas nécessaire de connaître ce mécanisme-là. Mais bon, tout ça pour expliquer que on peut pas câbler derrière parce que c'est pas la même référence objet. Donc sachez-le. Mais ça fonctionne néanmoins pour le traçage. Alors pour le traçage, c'est quoi? Comment on va tracer entre guillemets? Comment on va savoir qui est qui? On va regarder le get LabView class name.
Donc on peut se mettre ici. Et là, on verra le getLabViewClassName. Et à côté de ça, on peut s'intéresser justement à... Alors ça, c'est le message méthode. Donc c'est le message objet en fait qui est reçu. Et donc du coup, là, on va connaître le message état. Enfin ouais, c'est le message... là, ce qu'on va recevoir ici, ça va être la méthode qui est exécutée. Donc on va connaître la méthode. Et on va connaître l'acteur. Et ça, c'est intéressant. Donc idéalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait écrire dans la locale, on pourrait créer une méthode qui va écrire dans la locale justement ouais, dans une locale, dans la locale de l'objet en fait, qu'on ne pourra pas toucher ici, qu'on pourra toucher là plutôt. Alors dans ce cas-là, pour que ça marche, il va falloir plutôt faire comme ça. Alors si on veut être propre, voilà, on va se câbler ici. Là, on va connaître l'acteur. En fait, on va savoir quel acteur est lancé. Là, on va connaître, du coup, comme on est séquentiel, on peut se mettre là, voilà. Et donc, du coup, ici, on pourrait écrire, on pourrait créer comment dire, un tableau de chaîne de caractères et on va incrémenter, enfin, on va introduire dans le tableau, on va inscrire dans le tableau à chaque fois dans une nouvelle case ce qui se passe. Donc là, nous, ce qu'on va faire tout de suite, on va juste se contenter de faire un pop-up. Voilà, on va pop-upper, donc on va concaténer. Donc on concatène d'abord l'acteur, puis le message, et le message, en fait, le message, ça va être la méthode. Donc on va concaténer les deux. Donc c'est parti. Donc là, on le fait. Pam, voilà. Et puis on peut pop-upper tout simplement. Donc là, je vais lancer un pop-up. Voilà. Donc au démarrage, on va avoir forcément un pop-up de déclaration. Et puis après, suivant les actions qu'on réalise, on va voir ce qui se passe. Ok, donc là, je ferme tout. Pour information, si vous laissez l'acteur core là, cette ouverte, au moment où je vais lancer ça, je vais avoir mon acteur qui va être lancé et je vais avoir en fond d'écran cette face avant qui sera bloquée. Donc vous pouvez la fermer, autant fermer directement toutes les faces avant. Ok, on est bon. Donc là, si j'appuie sur lecture, bon voilà, donc là j'ai mon premier pop-up. Alors il dit quoi? Il dit color LV class, donc c'est le color LV class, c'est lui. Donc c'est bien le caller c'est dans le caller que ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe dans le caller? On a lancé, ref, alors init-ref message. Donc du coup c'est le init-ref. Donc init-ref message pour rappel. Alors on va appuyer sur OK. Init-ref message pour rappel, c'est cette classe-là qui a été scriptée lorsqu'on a créé la méthode init-ref. Et donc du coup c'est init-ref qui a été lancé. Donc là, normalement, on a incrémenté le compteur, mais comme le compteur il a été incrémenté avant de déclarer justement la référence de cet indicateur, bon, on n'a pas pu afficher. Par contre, là maintenant, à partir de maintenant, si j'appuie sur test, il va s'afficher, par exemple, il va afficher 2. Hop, je décale. Voilà, test. J'envoie, là il affiche 2. Et comme j'ai envoyé un message, je vois color, et là le message c'est update message que j'ai utilisé. Très bien. Si je rappuie, il va mettre 3, et la même chose, rebelote. Si je déclenche une erreur, là il va me dire color, error state, et là on va quitter. Voilà, là on a quitté. Donc on a bien, c'est un outil qui est très pratique pour tracer. Donc au lieu d'envoyer des pop-up à tout va, ça va poser problème, autant à ce moment-là créer une méthode qui va inscrire soit en local, soit dans un fichier log par exemple, tous les éléments, enfin toutes les actions qui ont été réalisées par l'opérateur. Ça permet en fait de tracer. Si on veut faire un fichier log, c'est une technique, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire sur chaque acteur. Donc on peut décider quel acteur on va loguer, quel acteur on ne va pas loguer. Et puis à ce moment-là, si on veut remonter l'information à d'autres acteurs, donc sans être... alors moi je vous avais dit que dans le receive message, il ne faut surtout pas lancer des messages. En fait, ce n'est pas exactement ça. Il ne faut pas lancer des messages de l'objet.
Si vous lancez des messages d'un autre objet, ça bouclera pas dans le receive message, puisque c'est le DQ, ce sera pas le même que, enfin, l'enqueue sera pas le même que le DQ. Donc, on peut très bien imaginer qu'on puisse centraliser dans un acteur, par exemple, qui tournerait en tâche de fond. Son boulot, en fait, ce serait de gérer l'ensemble des logs et après de les inscrire dans un fichier. Bon, pourquoi pas. Ok, donc là maintenant, on va continuer notre petit périple, notre petit voyage Actor. Et donc là, on va créer un nested. Donc pour créer un nested, comment on fait? On va d'abord créer un acteur. Donc on va dans ici, My Computer, Actor et pas classe, pour information. Bon, là maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. On va l'appeler nested. Ok, il est créé, il est là. On va surcharger, évidemment, on va refaire la manipulation qui est toujours la même, hein. Donc là, on va overrider. Alors pour overrider, ça se passe ici. Voilà, new. VI for override, donc c'est toujours pareil, c'est actor. On va avoir un. Ouais, bah oui, c'est parti, hein. Un stop core et on va faire un preinit. C'est assez répétitif. Ok, on va sauvegarder tout ça. Hop, 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 très bien. Et puis surtout, on va s'intéresser dans un premier temps à l'actor core. Donc, on va regarder la face avant. Ok, qu'on a préparé dans le VI UI pour pas perdre de temps. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est notre nested. Très bien. On va regarder ce qui se passe. Donc comme d'habitude, on va basculer, on va retirer les icônes. On va également retirer les labels. Voilà, on y va. Voilà, puisque les acteurs, on les connaît. Ok. Hop, on va rester visible. Voilà, on va prendre la place. On a de la place, on peut y aller. Ok. Ok. Bon, ça m'a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être bon. Ok, très bien. Du coup, comment on va gérer ça? Comment va-t-on gérer ça? Donc, j'ai volontairement surchargé l'init et le close parce qu'on risque d'en avoir besoin. Donc, là, on va faire quelque chose de simple. On n'est pas obligé toujours de fonctionner avec un. Comment dire? On n'est pas obligé tout le temps de fonctionner avec une référence, une structure d'événement. On peut aussi travailler avec un. Ah non, quoique là, non, si, si. Là, on va avoir besoin puisqu'on va avoir des boutons. Donc là, structure d'événement. Donc, on va pas chipoter, on y va. C'est parti. Donc, grand classique. Ok. Alors, du coup, on fait, première chose, on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Ok. On va garder le i et on va l'utiliser pour si on a besoin de faire un, comment dire, un état de déclaration initialisation. Bon, gardons-le. Tac. On va mettre un petit commentaire. Alors, déclaration plus init state. Donc ça, si on a des références en fait. Sinon, hop, on prend la place. Alors évidemment, on va mettre à faux l'erreur. Enfin, le stop. On va pas arrêter la boucle dès le départ. Donc, est-ce qu'on quitte la boucle au départ? Non. Voilà, on va mettre en défaut value. Ok, visible item, label. Voilà, quitte. Voilà, bon là c'est vraiment du classique. Ok, du coup. Pam pam pam. Là on est dans producer. Donc producer loop. Donc on est dans le producteur. Et là, il n'y a pas d'erreur. Ok. Ok, ok, ok. Hop. Alors, ok.
Pourquoi il râle? Key structure. Ah oui, c'est normal. On a deux. Voilà, 2 0. Voilà, défaut. Et là, c'est event. Event. Declaration state. Ouais, c'était ici qu'il fallait mettre à faux. Voilà. Event, on verra. Et donc, du coup, on va créer notre structure d'événement. Bon, à la cool, hein, on le fait tranquille. Voilà. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va créer un événement qu'on va mettre en local pour pouvoir. On va se contenter du close. Donc, déjà, on va câbler tout ça pour que ce soit propre. Donc, du coup, on va aller directement dans le projet. Alors, le projet, je vais le mettre ici. Voilà, on le verra tout le temps. Donc, dans mon projet, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pre-launch init dans le nested. OK. D'accord. Alors, c'est toujours pareil. C'est assez répétitif. OK. Je pense qu'on pourrait scripter directement un acteur framework tout nettoyer avec la possibilité justement d'améliorer cette architecture. Ouais, c'est une idée, c'est à regarder, à voir. Ok, alors du coup, ce qu'on va faire ici, on va créer un événement. Tac, tac, l'event, c'est là que ça se passe. Ok, donc ça, je le garde. Donc on va créer un premier événement et puis on va créer. Qu'est-ce qu'on va créer d'autre? Alors je vais vérifier si en face avant, s'il y a d'autres événements à créer. On peut le mettre à jour soit par référence, soit par événement. Oh, on va faire par événement, ce sera plus simple. On va se faciliter la vie, ça nous évitera une étape dans l'état déclaratif. Ok, donc du coup, faut que je retourne là-dessus. Waveform chart. Créate constante. Voilà. Donc je prends la valeur pour l'utiliser dans l'événement, pour la waveform. Donc on aura cette valeur-là qui sera la waveform. Ok, elle est déjà écrite. Et puis j'aurai le kit qui est un booléen. Donc on va mettre à faux. Hop. Kit. Alors, c'est parti. Il y a ça à créer et il y a ça à créer. Ok. Ok, alors du coup, on va sortir les deux events, les deux références, indicateurs. Donc le premier, c'est kit. Donc on va utiliser en fait les événements pour générer un événement et également transmettre une donnée. Là, c'est waveform. Waveform. Display. Ok. Donc là, on est en face avant. En face avant, on va créer un cluster. Et ce cluster, ensuite, on le mettra dans la locale. Classique. Voilà. Et on fait exactement ce qu'on fait dans une QMH, en fait. Event. Donc pour ceux qui ont préparé Architect et qui ont utilisé la QMH, il y a une vidéo, en fait, où on fait exactement ça de mémoire. Et donc, vous pouvez aller la consulter, hein. Et vous verrez qu'on réalise justement, la locale, elle est réalisée de cette manière-là pour la QMH, en vue de la préparation pour Architect, pour le CLA. Ok, donc pour les events, on est bon. On sauvegarde. Ok. Nested, le pre-launch, on ne touche pas. Donc du coup, on va injecter ces deux événements. Hop là. Voilà. Alors, il y en a un, c'est le kit. Et l'autre, c'est la waveform. Voilà, on a de la place, on prend la place. Soyons pas radins en place. Ok, on y est presque. Voilà, comme ça, j'injecte. Ouais, j'essaye de rester propre. Bon, même si c'est... Ok, hop là.
Du coup, là, on va concaténer enfin, on va merger les erreurs plutôt. Voilà. Voilà, faisons ça comme ça. Et voilà ce qu'on peut faire d'ailleurs comme ça. Très bien. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, on peut quitter tranquillement cette partie-là. Donc on a déclaré justement nos événements. Donc du coup, bah, il y a le init et le close. Donc on va aller dans le close, dans le stop core. Et donc dans ce fameux stop core, on va bah, libérer justement ces... Alors là, on va laisser les labels. Hop. On va libérer, donc on va générer l'événement qui va permettre de fermer la boucle au-dessus, enfin l'événement l'événement de kit, et on va libérer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va générer? Qu'est-ce qu'on va libérer? Bon, c'est toujours pareil, hein. Donc on va générer le kit. Voilà. Hop là. Voilà. Donc on génère le kit. Donc pour le kit, on va injecter un vrai. Create constante vrai. Voilà. Et on va libérer également. Voilà. Ouais, il faudrait d'ailleurs le faire plutôt dans l'autre sens. On quitte d'abord avant de libérer. Histoire de ne pas avoir, on ne sait jamais, une erreur. Enfin, de générer une erreur. On ne sait jamais. Ok, donc là on est bon. Donc là on a généré, on a fait notre kit qui est propre, en théorie. Ok, très bien. Donc du coup, nous, on va s'intéresser. Alors, dans le pre-launch init, on va déclarer les queues également. Donc pour déclarer les queues, toujours pareil, on va dans communication, data communication, actor framework. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin du caller et du self-enqueuer. Alors, le read caller en queue, bah, c'est simplement quand un acteur est lancé par un autre acteur, c'est le nested. Bah, le nested, il peut avoir la référence de son caller, donc parfait. Donc la queue de son caller, donc ça va lui permettre de lancer des messages du caller. Donc ça, c'est très pratique. Et puis, on va pouvoir également utiliser le read self-enqueuer de manière classique. Donc ces deux-là, on va les stocker. Donc ça va être la QMH aujourd'hui. Enfin, les deux, ça va être dans le cluster QMH. Donc on crée le cluster QMH de la même manière. Hop. Voilà, QMH. Ok, on autorise ça. Voilà. On y est presque. On met à jour le contrôleur. Voilà, très bien. On sauvegarde. C'est super. Donc du coup, on va être, comme on a de la place en plus, on va être séquentiel. On va d'abord s'occuper des events et ensuite bah, des queues. Donc faisons ça comme ça. Donc là, on va injecter ces queues. Donc on fait insert event QMH. Alors, il ne faut pas se tromper. Celui-là, c'est le self-enqueuer. Parfait. Voilà. Et celui-là, c'est le caller enqueuer. Voilà. Comme ça, à l'init, ils sont tous les deux envoyés et on les garde en local. Ça va nous permettre, nous, de notre côté. Alors, on va avoir besoin de faire le register en dehors de la boucle. Et là, je vais vous rappeler, c'était une erreur d'ailleurs que j'avais faite la semaine dernière. Enfin, lors d'une des précédentes vidéos, il y avait une erreur. Ça, là, jamais à l'intérieur de la boucle. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous déclarez une seule fois une référence. À chaque fois que vous allez la redéclarer, vous remettez à zéro. En fait, il y a une FIFO. En fait, quand vous envoyez un event dans une structure d'event, si par exemple vous créez l'événement, vous créez un événement, donc vous le déclenchez,
et qu'après vous déclarez ce que vous avez déclaré, en fait, à la déclaration, on ne prendra que ce qui a été déclenché après. Donc, si vous mettez dans une boucle et que vous déclarez à chaque fois, là, ce petit VI là, bah, vous risquez de ne pas déclencher les events. Donc, toujours à l'extérieur. Donc, on y va. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les events dans un premier temps. Alors, on a un peu de place. Voilà, on va faire un peu de place. On a un peu de place. Donc, du coup, c'est les events. OK. Du coup, ce qu'on va faire, on va dynamique. Voilà. Voilà. Donc là, ça y est, on a lié. Et donc, en fait, ce branchement-là, il faut le faire une seule fois. Il faut le faire, mais il ne faut pas utiliser le reg event. D'ailleurs, comment s'appelle ce VI-là? Register for event. Voilà, le register for event, à chaque fois, c'est une remise à 0. Et donc, si vous mettez dans la boucle, vous allez remettre à 0. Et donc, si à côté, derrière, vous voulez lancer l'event, bah, comme vous avez remis à 0, si vous remettez à 0, suivant que ça a été fait avant ou après, si ça a été fait après, bah, les events qui ont été envoyés avant ne partiront pas. Donc, il faut pas, il faut le mettre à l'extérieur de la boucle. Donc, bien évidemment, nous, à l'extérieur de notre boucle, bah, on va fermer. Voilà nos events. Donc ça c'est bon, c'est quand on quitte. Ici on met défaut. Ce qui se passe c'est qu'en fait au démarrage on a un état d'initialisation bon, qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Bon, je l'ai inscrit mais on aurait pu très bien l'utiliser ici avec une méthode. Et donc là bah, ce qui va se passer c'est que ça va envoyer, mais comme on reste ici et qu'on reboucle, on va se retrouver là, donc globalement ça marche bien. Il n'y a pas de problème avec ça, ok. Et puis la deuxième chose qu'on transmet dans cette boucle, c'est les deux QMH, le self enqueuer et le caller enqueuer. Voilà. Parfait. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer. Donc on va créer de manière classique, on va éditer, on n'a pas de timeout, donc du coup on va le remplacer par le kit. Ok. Non, on va pas le remplacer par le kit. Attendez. Si, on va le remplacer par le kit, et le kit, il enverra une donnée pour quitter. Très bien. Donc du coup, on va créer également, lorsqu'on appuie sur la croix pour pouvoir lancer le stop message. Alors, la croix, c'est thisVI, panel close. Le Discord, on le met à yes, ok. Et donc du coup, dans ce cas-là, on va prendre le self enqueuer. Et c'est ce self enqueuer qui va aller dans le stop. Si j'appuie sur la croix, je quitte. Ok. Normalement, je pense pas avoir oublié quelque chose. On devrait être bon là. Faudrait être capable de lancer le nested. Donc là, pour lancer le nested, on peut le lancer de manière classique à partir... Ah bah attendez, je vais vous montrer. On peut le lancer dans le launcher. Donc comment ça marche? Bah, dans le launcher, on a... Voilà. Donc là, par contre, on va... Voilà, on voit nested. Et là, on voit... Voilà, caller. Donc, il suffit de choisir qui c'est qu'on veut lancer. Donc là, dans un premier temps, on va lancer le nested tout seul pour voir comment ça se passe. Et vous voyez, la programmation, elle est hyper modulaire parce qu'en fait, pour l'instant, je me concentre sur le nested. Je n'ai pas besoin d'utiliser le caller pour lancer le nested. Je peux le lancer de manière indépendante, travailler un petit peu avec, et puis après, une fois que je suis prêt, je peux câbler les deux ensemble, faire les liaisons comme bon me chante, quoi, tout simplement. Donc en termes de développement, c'est quand même assez pratique. Donc là, bah, pour lancer le nested tout seul, il suffit simplement de brancher la référence du nested. Ok, je vais quand même tout fermer. Est-ce que j'ai des faces avant qui traînent? Non, oui. Ok. Donc là, si je lance, j'ai la face avant qui est lancée. Si j'appuie sur la croix, je quitte. Je vérifie dans mon projet que tout a été libéré. Oui, tout a été libéré. Donc on est bon. Tout a été libéré proprement. Donc là, bon, bah, mon nested,
Pour l'instant, c'est simplement une forme canonique qui se lance et qui s'arrête. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, maintenant, on retourne sur le nested et on va créer les méthodes qui vont permettre de, bah, déjà de gérer son erreur. Donc, on va gérer son erreur en interne. Donc, vous voyez, je me concentre sur le nested. Là, pour l'instant, l'acteur core, l'acteur caller principal, je l'utilise absolument pas et pour l'instant, il ne m'intéresse pas. Donc, quand j'appuie sur la croix, ça s'arrête. Quand je le lance, ce serait chouette de faire un sinus. Donc là, pour faire ça, on va... Alors, j'ai créé dans mon UI déjà la génération du sinus. Donc, il est là. Voilà, donc je vais copier cette boucle et on va la regarder ensemble. OK. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va créer une méthode qui va générer justement le sinus. Donc, pour ce faire, on va quand même garder les bonnes habitudes. On va d'abord faire virtual folder pour les overrides. Override avec ou sans S. Est-ce que je l'ai fait avec le caller? Tac, sans S. Bon, ok. Ok. Et donc, du coup, là, on va créer méthode. Hop là, pardon. On va créer plutôt un virtual folder qu'on va appeler méthode. Bon, j'avais mis un S. Ok, c'est pas important. Ok, et donc du coup, new, là, on va faire une statique puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie parent, enfant pour le moment. Ok. Donc cette méthode, c'est quoi? On va générer le sinus. Donc, generate sinus, cosinus, bon. Ok. Contrôle espace, contrôle K. Ok. Là, on est bon. Du coup, là, je vais mettre ici la fameuse génération. Voilà, pour m'éviter. Bon, c'est un cosinus. Mais globalement, alors c'est un cosinus. Tac. Donc c'est pour générer un signal cosinus. Ok, alors je vais prendre ça. CTRL X, CTRL V, et ça, je vais le supprimer. Ok, alors c'est un pi qu'on a divisé par 25. Ah, on somme en fait, d'accord. On somme et en fait on tourne en boucle. Bon, très bien. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à jour, on va prendre un indicateur, on va prendre plutôt, on va unbundler. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai des événements. J'ai l'événement waveform. Donc ce que je peux faire, c'est afficher la waveform. Donc mettre à jour la waveform, ici. Ah, on peut faire ça. Ok, on va injecter ça dans la waveform. Donc comment on fait? Bah, on va prendre Generate Event. Ok, hop, voilà. J'envoie directement dans ma waveform le signal. Ok. Donc on passe pas par un message, il n'y a pas besoin. Donc chaque fois que je vais générer, je ferai ça. Et donc du coup, on peut générer en boucle. Donc je vais mettre un timeout. Comment on va le faire? Ça, ok. Et donc du coup, on va générer... Je réfléchis à la manière la plus intelligente de le faire. Tac, tac, tac. Dans le timeout. Dans le timeout. On va faire comme ça. Très bien. Ok, bon, je vois ce qu'on va faire. Ok, donc je sauvegarde. Ok, donc mon generate sinus ou cosinus, bon, c'est pareil. Je fais un actor, là, cet actor, je vais directement créer un message. Ça script. Parfait. Donc mon message, il a été créé ici. Donc le send m'intéresse. Hop là. Voilà, donc là je retourne sur l'acteur core. Alors, dans l'acteur core, qu'est-ce qu'on a? On va créer un timeout. Donc, on va add new. Là, on va application timeout. OK. Timeout, on va mettre toutes les 200 millisecondes pour commencer. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il fera toutes les 200 millisecondes? Bah, toutes les 200 millisecondes, il va mettre à jour le sinus.
sans passer par les messages. Ouais, on peut faire ça. On n'est pas obligé de créer, puisqu'en fait, il va utiliser une technique de ouais, toutes les 200 millisecondes. Donc, on va déjà regarder ce qui se passe. Donc déjà, on va le lancer, voir si j'ai pas fait d'erreur. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Autoscale, X. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Timeout. Generate. Alors, send generate, ok. Là, on va aller regarder dans mon message generate. Tac, tac, tac. Il envoie une donnée. Normalement, il devrait envoyer une donnée. Ah, mais c'est normal. J'ai pas câblé mon... Ok, c'est normal. J'ai pas câblé cet événement, donc je vais créer l'événement de mise à jour. Donc, add event case, ce dynamique-là, hop, voilà. Le waveform. Voilà. Voilà. Là, il se met à jour. Donc là, on va mettre un petit commentaire. Update display. OK. Bon, moi, personnellement, j'étais pas très fan de cette manière de faire avec la gestion d'événements et d'envoyer les données via la gestion d'événements. Je préfère utiliser, enfin, je préfère utiliser les références avec les nœuds de propriété et les nœuds de méthode. Mais honnêtement, ça marche bien. C'est assez propre comme manière de faire. Donc, je vous le conseille également d'apprendre à utiliser cette technique-là, qui n'est pas une mauvaise technique. Donc, du coup, on va relancer gentiment tout ça. Hop. Et voilà. Là, ça se met à jour. Donc, du coup, comme on a 200 millisecondes, ça va mettre un petit temps. Et puis là, voilà, il y a le sinus qui se dessine. Donc là, il y a une mise à jour toutes les 200 millisecondes. Bon, classique, très classique. Là, ce qu'on va faire, on va faire la gestion des erreurs. Faisons la gestion des erreurs. Donc là, on va l'arrêter, hop, proprement. Et donc là, on voit que ça s'est arrêté proprement. On peut accélérer un petit peu, hein, parce que, bon, 200 millisecondes, c'est pas fifou, quoi. 100 millisecondes. Allez, il suffit de changer ici le timeout. Voilà. Ok, bon, alors du coup, on va gérer les erreurs. Donc, comment on fait pour gérer les erreurs? Bah, c'est assez classique, hein. On va aller surcharger la méthode error. Non, on va déjà créer une méthode error. Et cette méthode error, bah, on va vérifier qu'elle fonctionne. Et puis après, on gérera son erreur. Donc, comment on fait pour créer une méthode erreur? Bon, bah, très facile, hein. On va directement, toujours pareil, statique. Et là, on va injecter, donc on va l'appeler error state. Voilà, CTRL espace, CTRL K. Très bien, on y est. Ok, donc là, on injecte une erreur. Insert. Voilà, donc. Alors, on va mettre vrai. Là, cette fois-ci, on va lui mettre un code d'erreur pour la reconnaître. On va l'appeler 200. Voilà, erreur 200, ok. Et puis, le texte de l'erreur, c'est... ouais, moteur. Voilà. Erreur moteur. Voilà, on va créer une erreur moteur. Ok, alors allons-y, hein, créons cette erreur moteur. Ok, alors c'est parti, on script, actor, tac, on crée le message. Voilà, il fait le travail, toujours pareil. Alors du coup, on a notre erreur qui est là. Alors send error state, on est là. Alors notre face avant, à quoi elle ressemble? Il y a également pop-up. Pop-up, et error est où? Il est là. Ok. Donc du coup, on va créer un event case pour les boutons. Ok, donc là, on va utiliser les références pour pouvoir distinguer les boutons en fonction justement de leur du nœud de propriété. Et donc dans le nœud de propriété, on a le label et le texte du label. Label, texte, en gros, c'est ça. Ok, en fonction du label texte, on fait un case. Hop, qu'on va utiliser, voilà, de cette manière-là. Donc par défaut, il ne fait rien. Bon, c'est le cas qui ne devrait pas arriver. Et puis sinon, on a le cas error.
Ok, voilà. Alors nous, on va utiliser le self-enqueuer, puisque c'est un message méthode bah, pour l'instant de l'acteur, et pas du caller. Et là, je vais vous montrer après comment on fait pour lancer un truc du caller, mais vous allez voir, c'est hyper simple. Ok, donc ça, on est bon. On est même très bon. On a fait ce qu'il fallait. Ok. Ok, alors là, on crée l'erreur, et puis après, il y aura le add. Alors ça, c'est error. Error action. Donc là, pour l'instant, on crée une erreur. Et puis à côté de ça, add. Alors là, c'est pour error, l'erreur 200. Ok. Et puis à côté de ça, on va créer add case after, où on va s'occuper. Et ouais, on a presque terminé en fait. Ok, du sound caller. Bon, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va vérifier que l'erreur fonctionne bien. Donc je sauvegarde tout ça. Ok, je lance mon UI. J'appuie sur error, il quitte. Normal parce que l'erreur, alors pour rappel, quand on va dans la méthode l'override, où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas overridé, donc on va l'overrider. Ah bah, de toute façon, on va le faire là tout de suite. On va overrider l'erreur. Ok. Voilà, il envoie un stop. Bon. S'il y a une. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, on va gérer cette erreur. Donc, déjà, on va enlever les icônes. Voilà. On va faire un if. Alors, hop, on va câbler. S'il y a une erreur, et puis est-ce que je quitte? Alors, s'il y a une erreur, alors, ouais, c'est pas exactement ça. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, on fait rien. Et de toute façon, s'il n'y a pas d'erreur, en théorie, on n'est pas ici. Alors, error out. Ok. Donc, alors si c'est n'importe quelle erreur, je la transmets. D'accord? Et à ce moment-là, bah, je quitterai. Et si c'est l'erreur de 100, à ce moment-là, je mets la valeur par défaut, donc en gros pas d'erreur. Et là, je mettrai également la valeur, bah, je mettrai à faux. Voilà. Donc là, je ne quitterai pas. Et je ferai un petit pop-up ici qui dirait erreur de 100. Et en fait, c'est ici où que je pourrais faire l'action. En fait, c'est là où je pourrais lancer une action, par exemple. Donc là, nous, dans notre cas, l'action qu'on va lancer, c'est un bouton constante où on va dire erreur traitée. Voilà. Ici, on traite l'erreur, tout simplement. Donc si je ne me trompe pas, quand je vais appuyer sur erreur, j'aurai le pop-up. Voilà. Erreur traitée. Et c'est en fait comme ça qu'on peut gérer les erreurs. Vous pouvez choisir les erreurs que vous voulez gérer et vous les gérez de cette manière-là, tout simplement. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Vous voyez le truc. Donc là, j'appuie sur OK et on continue notre petit bout de chemin. Erreur. Et on continue notre petit bout de chemin. Pas mal. OK. Quoi d'autre? Alors, le pop-up. Alors, pour faire le pop-up, déjà, on va lancer maintenant l'acteur. Alors, cette fois-ci, on va s'occuper d'une partie intéressante. C'est l'acteur qui lance un autre acteur. Et bien, c'est parti. Donc, du coup, alors vous allez voir, c'est assez intuitif. Alors, cette fois-ci, on retourne dans le caller. Alors, caller, on va créer une méthode qui va permettre de lancer un autre acteur. Donc, toujours par méthode, toujours par message, pour une raison simple, c'est que bah, je vais vous montrer. Quand vous êtes dans la méthode l'override, voilà, actor core, alors on va dans l'actor core. Ici, comme je vous ai dit, on câblera toujours le self-enqueuer. Il n'y aura rien d'autre qui rentrera, c'est-à-dire que l'objet ne rentre jamais ici. Jamais, 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 pour éviter de faire des erreurs. Parce qu'en fait, il faut comprendre que ce câble-là, quand il rentre ici, ce n'est plus du tout le même objet qui est en bas. Et donc, c'est source d'erreur. Donc, on a besoin dans un acteur framework uniquement des self-enqueuers. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous allez dans Data Communication, Actor Framework,
et que vous voulez lancer un nested, on va faire un petit CTRL H pour que vous voyez. Il prend quoi en entrée? Il prend, alors pour lancer un nested, il va prendre la référence du caller, puisqu'en fait, pourquoi il prend la référence du caller? Parce que le nested, vous avez vu, vous avez un VI qui vous permet de connaître la queue du caller. Donc pour que ça fonctionne, il faut bien le transmettre à un moment. Donc c'est ici qu'on le transmet. Donc on donne la référence du caller. On donne évidemment la référence du nested. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. C'est tout bête. On prend l'objet, on le glisse et on lance comme on lancerait un acteur de manière normale. Et puis après, il y a les règles d'engagement, c'est-à-dire les liens de dépendance. Mais ce que j'essaie de vous dire en posant ça, dans un premier temps, c'est que vous voyez, là, on sera obligé de brancher un objet. Donc ce n'est pas ici que ça se passe. Donc il faut créer une méthode qui va lancer le nested et la méthode, on la lancera ici. Donc ça, c'est vraiment les bonnes pratiques. Donc on va créer une méthode qu'on va appeler launchNested. LaunchNested. Voilà, que je valide. Un petit CTRL E, voilà, c'est parti. Et donc c'est là où je vais voir mon nested. Très bien. Donc là, je peux câbler directement, voilà, le caller, la référence du caller. Voilà. Et c'est là où je vais vous faire une remarque qui va être l'introduction à la prochaine vidéo. On va devoir prendre la référence. Alors, un caller, dans les liens de dépendance projet, aura toujours besoin des nested, enfin, aura toujours le caller, quoi qu'il arrive, quand on le posera dans un projet, il aura besoin de ses nested. Tout le temps. Pourquoi? Parce que comme il appelle à un nested, je suis obligé de prendre la référence. Et donc, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai lié les fichiers dans le projet entre eux. Donc là, maintenant, si je prends uniquement le caller, par exemple, pour vous la faire courte, si vous allez dans le répertoire en fait, de votre projet et que vous prenez le caller et que vous le passez à un collègue, le collègue, quand il va vouloir le lancer, il y a un lien de dépendance qui va être perdu parce qu'il va demander cette référence. Et cette référence, c'est la référence du nested. Donc il faudra toujours transmettre également le nested. Pourquoi je vous fais cette remarque-là qui paraît si évidente? Parce que l'inverse avec la nested n'est pas vrai, n'est pas toujours vrai. On peut se débrouiller pour être hyper modulaire et créer des acteurs, par exemple un acteur qui va gérer le moteur, un acteur qui va gérer une caméra, un acteur qui va gérer des capteurs. Et ces acteurs-là, en fait, qui sont des acteurs nested de naissance, on pourra les utiliser dans différentes architectures sans embarquer à chaque fois les architectures dans leur ensemble avec les callers. Et je vous montrerai comment on fait. Donc là, pour l'instant, on lance de cette manière-là on fait comme ça en fait pour lancer le nested. Donc dans tous les cas, c'est toujours comme ça qu'on fait. Mais je vous montrerai pour les messages. En fait, c'est dans les échanges de communication entre le caller et le nested, et surtout entre le nested qui va aller directement vers le caller. Il y a des techniques pour être totalement indépendant d'un point de vue fichier. Donc dans les dépendances, je vous montrerai. Alors, comme toujours, là, on a le front panel. Est-ce qu'on veut l'afficher quand on le lance? Évidemment, oui. Sinon, je vais me retrouver une boucle while qui tourne en fond. Et ça va être, j'aurai le producteur, lui, on ne le verra pas, et le consommateur qui tournera en boucle. Et donc, si je ne l'arrête pas, donc là, j'ai besoin de l'IHM. Donc, je le lance. Et là, j'ai autostop. Alors, c'est quoi ça, cet autostop? Vous avez deux possibilités. Soit le caller, il crée un lien de dépendance, cette fois-ci, de dépendance logicielle. C'est-à-dire que ce n'est pas une dépendance fichier, c'est une dépendance logicielle. Je m'explique. Le caller lance le nested. Quand le caller s'arrête, le nested, il envoie un stop au nested et le nested s'arrête. C'est un lien de dépendance. Ou vous pouvez créer un lien qui est totalement indépendant. Le caller est là, il lance des nested. Si le caller s'arrête, les nested continuent leur vie. Ça fonctionne. C'est à vous de choisir. Par défaut, tout ce qui est lancé par le caller, quand le caller s'arrête, ça s'arrêtera également au niveau des nested. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai. On rentrera un petit peu plus dans le détail à l'intérieur justement de ce fonctionnement-là. Et donc, je vous montrerai pourquoi ça marche de cette manière-là et comment ils ont fait en fait les développeurs du framework. Donc, on regardera, mais vraiment très haut niveau, mais ça nous permettra de voir ça. Et on verra également comment on fait pour lancer simplement un acteur. Donc ça, je vous le montrerai. Donc c'est pareil, on rentre, là ça s'appelle architecture, mais en fait on rentre dans l'architecture depuis qu'on est sur architecture. Mais les vidéos suivantes, on continuera sur l'architecture de l'acteur framework. Donc ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça. Donc là, quand on activera cette méthode,
Donc, je vais faire un CTRL S, un CTRL espace et un CTRL K, voilà, pour mon icône. Quand on activera cette méthode-là, eh ben, on lancera le nested. OK, très bien. Je sauvegarde. OK. Donc là, nous, on est dans le launch nested. Là, on va faire Actor Framework, create message. Ça script. Voilà. On range ça dans les méthodes. Et maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de lancer ce script. Donc pour le lancer, on va aller dans Message, Launch Nested, donc c'est le send. Donc du coup, ici, on va ajouter add case after. Voilà. Et là, on lance le message. Donc pour rappel, qu'est-ce qui va se passer? Ça va envoyer, le send va enqueuer la queue de la FIFO de l'acteur. Et le do, c'est pour déqueuer, ça se passe dans l'actor core, dans le consommateur. Le do, c'est en fait pour lire la méthode, et la méthode, elle est ici. Voilà, petit rappel. Voilà, bon, ça fait pas de mal. C'est vrai que c'est pas évident au départ à appréhender, mais bon, on finit par s'y habituer. Donc voilà, donc en théorie, là, j'ai tout pour pouvoir lancer mon nested. Donc on va voir comment ça se passe. Donc je ferme ça, je lance. Ah, pour l'instant, au niveau du launch, pour l'instant, j'ai mis la référence du nested. Donc on va mettre la référence du caller. OK. Alors, cette fois-ci, on branche le caller. OK. Je lance. Alors, il m'envoie un petit pop-up comme quoi, puisque à chaque action, il m'envoie un pop-up. OK, donc là, il me dit limitref. OK, très bien. Bon. Je vais l'arrêter et on va enlever ce pop-up. Ça prend 2 secondes pour éviter ces messages-là qui peuvent être un peu intempestifs. Alors, hop, 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 receive message. On va mettre en commentaire. Voilà. OK, allez, on lance ça. Donc là, si je fais, je sais pas moi, Toto, hop, il envoie 2. Toto A, hop, il envoie 3, il met à jour, très bien. Error, on va pas appuyer. On va lancer le nested. Voilà. Alors, nouveauté, un acteur peut en lancer plusieurs. Chaque fois que j'appuie, je lance un acteur et chaque acteur nested est indépendant. Il a sa locale, il a ses méthodes, il a ses références. Je ne vous ai pas montré, mais en fait, quand on lance un nested, on a la référence de la queue du nested également. Donc, qu'on peut stocker dans le caller. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin, mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Je peux également les arrêter de manière indépendante. Voilà, ils font leur vie. Alors, hop, hop, hop. Ce que je vais vous montrer, c'est que comme je ne les ai pas lancés en même temps, normalement, ils ne sont pas synchro. Voilà, ils ne sont pas du tout synchro. Voilà. Donc, je peux les arrêter. Celui-là, il a une erreur. Bon, bah, il dit qu'il a une erreur. Pendant ce temps-là, les autres, ils tournent. OK, alors attendez, on va le voir. Celui-là injecte une erreur, vous voyez, une erreur, mais les autres continuent à tourner. Chacun fait sa vie. Ah, j'ai appuyé sur erreur, alors je suis devant. Je vais disparaître. Voilà. Si j'appuie sur error, vous voyez, et chacun fait sa vie. Ça marche très très bien. Donc là, je vais l'arrêter. OK. Et du coup, si j'arrête le caller, normalement, les deux nested doivent s'arrêter. J'arrête le caller, ça arrête instantanément les deux nested. OK. Dernière chose, maintenant, on va envoyer un petit message, un petit update message. On va utiliser justement la méthode update message du caller. Donc pour rappel, la méthode du update message, elle attend simplement un message. Est-ce qu'on peut faire... Alors, on pop-up ou on envoie un update message? Bon, allez, on va créer une méthode pop-up. On va créer une méthode pop-up. Alors, ce qu'on fait, on va dans le caller. Déjà, on va créer la méthode qui permet de faire un pop-up chez le caller. Donc, comment ça marche? Bah, hop, new, statique, hop, on se sauvegarde en pop-up. Pop-up. OK. CTRL-E. OK. Toujours CTRL espace, CTRL K. Ça nous permet d'avoir un icône au nom en fait du VI. Quand on n'a pas le temps de designer, c'est pratique. Là, on prend la fonctionnalité de pop-up. On crée une commande. Alors, un contrôle. Hop, message. On va l'appeler pop-up.
OK. On n'oublie pas de câbler. Donc c'est une simple méthode qui pop-up. OK. On la script. Donc on va créer le message. Pam, 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 pam. Classique. On range, parce que sinon ça devient vite bordélique. Et donc on a cette fameuse méthode pop-up. OK. Maintenant on va dans le nested. Dans le nested, c'est assez simple en fait. Alors, handle error, c'est dans override. OK. Donc, dans le nested, on va sur l'actor core. On va dans... Alors, voilà, c'est ici que ça va se passer. Et là, on va lancer la méthode hop, du caller via l'enqueue caller. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, bah, c'est prendre le message. Donc, le message, il est en haut. Alors, attention, quand je fais comme ça, bah là, du coup, j'ai pris un fichier du répertoire caller que j'utilise dans mon projet nested. Donc là, maintenant, j'ai créé une dépendance fichier entre le nested et le caller. Ça marche, ça fonctionne. Donc ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez, alors en modularité, quoi qu'il arrive, on est ultra modulaire. En flexibilité, c'est-à-dire quand on parle de modularité avec l'Actor Framework, on l'est quoi qu'il arrive. C'est hyper modulaire. Maintenant, si on veut être ultra flexible, c'est-à-dire que si on souhaite utiliser un caller qui va être c'est ça, un acteur caller, un acteur qui va être utilisé dans plein de projets différents, si vous faites cette méthode-là, si vous faites passer les messages de cette manière-là, bah, vous créez des dépendances fichiers. Donc par exemple là, vous avez votre caller qui utilise, votre nested qui utilise une méthode du caller. Maintenant, vous voulez utiliser ce même nested ailleurs, bah, vous allez être obligé d'embarquer le caller parce qu'il va y avoir des liens de dépendance fichiers. Donc, dans certains cas, on s'en fout. C'est pas problématique pour une raison simple, c'est que il peut être, si vous faites un nested qui sera utilisé uniquement pour ce projet, bon, on s'en fout. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose qui est ultra modulaire, que vous voulez utiliser dans plusieurs projets, je vous montrerai à la prochaine vidéo comment on fait pour transférer un message proprement sans être obligé de passer par cette manière un peu facile. Donc là, bah, vous avez le caller enqueuer. Hop. Alors attendez. Ah oui, là c'est launch nested. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous ce qu'on veut, c'est pop-up. Voilà, on prend le pop-up. Donc on n'oublie pas, c'est toujours le send. Voilà, on met la bonne référence de queue, la bonne QMH, la bonne queue. Là, on met le message qu'on veut mettre, qu'on souhaite mettre. Donc là, from nested. Et là, ça va pop-upper from nested tout simplement quand on appuiera sur le bouton. Hop, hop. Non, attendez. Je sauvegarde. Voilà. Voilà. Donc dans la gestion de projet, on ferme tout. Et finalement, c'est quand même bien rangé, l'Actor Framework. La manière dont c'est géré, vous voyez au niveau des fichiers, c'est quand même pas mal. Donc là, on fait un launcher. C'est parti. Là, je lance un nested. OK. Et là, je vais pop-upper mon caller. Alors, from nested. Alors là, il l'affiche ici, parce que j'ai appuyé ici. Mais ça vient, c'est la méthode du caller. En fait, alors attendez, je vérifie quand même que... Hop, hop. Je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé. Sinon, c'est qu'il affiche de cette manière-là. Et à ce moment-là, on peut, si on veut le vérifier, on peut carrément afficher également le display en même temps. Bah, on peut même faire comme ça en fait. Ouais, on va faire ça, tiens. Dans l'actor core, comme ça permet de vérifier, c'est encore mieux. Donc dans l'actor core du caller, alors attendez, je me perds. Voilà. Dans l'actor core, non, c'est dans l'actor core du nested, pardon. On y retourne. Alors, faut pas se perdre. Donc dans l'actor core du nested. OK. Donc quand je suis ici, ben, j'envoie from nested. Et je peux également envoyer sur cette même queue dans le display. Donc puisque j'ai un update display, donc je vais prendre l'update display du caller, et donc ça devrait afficher dans le caller. Update display message. Alors il est où? Où est-ce que tu es? Tu es là, voilà. Alors attendez. Je me suis perdu. Ah là, on y est, pardon. Voilà, c'est là. Update display. Voilà, launch nested message. Update, voilà, update message. Voilà. Voilà, c'est plus simple pour vérifier.
Donc là, on va envoyer un pop-up. Donc normalement, ça, il s'exécute. Ah, mais non, on est dans le nested. Ouais, et le pop-up, il s'exécute dans le caller. Donc il y a le pop-up et il y a le message. Donc là, normalement, ça devrait être bon. On va vérifier. Donc je lance un nested. Donc là, voilà. Donc là, on est à 3 au niveau du OK. Si j'appuie sur pop-up, j'ai le pop-up from nested et j'ai le from nested qui apparaît là. Donc j'ai bien envoyé depuis le nested un message au caller. Ça a bien fonctionné. Et en plus, vous voyez, il a mis à jour Alors regardez, je recommence. Donc là, il met à jour. On est bloqué sur le from nested. Tac. Et voilà. Il met à jour. Chaque fois que j'envoie un message, en fait. Ah oui, et il a envoyé 2 messages. Quand j'appuie sur pop-up, ça c'est le pop-up. Premier message. Deuxième message. Et pour mieux le voir, en fait, je vais changer l'affichage. Voilà, on est à 10. Pop-up, l'affichage est toujours à test. On a mis à +1. Et quand j'appuie sur OK, from nested, voilà. C'est juste que le pop-up, bon, il s'affiche là, ça peut être source d'erreur. On peut se dire, mais pourquoi il ne s'affiche pas ici? Bon, ça, il s'affiche là, ok. C'est parce que c'est le nested qui a fait la demande du pop-up. Mais le pop-up se réalise. Donc, on a appris aujourd'hui à lancer depuis un caller. Alors, je vais arrêter. Hop, les deux, normalement. Donc, on a appris aujourd'hui à lancer un nested à partir d'un caller. On a appris à faire communiquer de manière assez basique le nested vers le caller, et le caller vers le nested, c'est pareil en fait. Il faut juste à chaque fois avoir la référence. Juste pour vous montrer une dernière chose, lorsque j'ai lancé sur le caller, donc dans l'actor ici, dans l'actor core, voilà, on y arrive. Voilà, quand j'ai lancé tac, tac, tac. Oui, non, mais c'est dans une méthode. Voilà, c'est là. Voilà, le launch nested, en fait, vous voyez ici, quand j'appuie une fois, il va me donner la queue, la référence. Donc en fait, il faudra stocker les références. Donc j'ai les références. Donc à partir du moment où j'ai les références et j'ai les méthodes, des messages méthodes, bah, je peux faire communiquer. Donc ce que j'essaye de vous dire là, c'est que un caller peut envoyer autant de messages qu'il veut à un nested en utilisant les méthodes du nested, et un nested peut faire la même chose avec son caller. La seule différence, c'est que le caller dépendra toujours du nested d'un point de vue fichier. Le nested, lui, on peut volontairement créer quelque chose d'ultra modulaire, et donc dans ce cas-là, on peut se débrouiller pour pas que ça dépende. Et ça, je vous le montrerai au prochain cours. Bon, en tout cas, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On a fait quand même le tour, on a vu beaucoup de choses par rapport à l'Actor Framework. On sait utiliser maintenant un acteur seul, on sait utiliser sa forme canonique, et puis maintenant on s'est lancé à partir d'un acteur, un autre acteur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à nous suivre sur la chaîne YouTube, à nous suivre sur la chaîne LinkedIn. On est très actifs sur LinkedIn, il y a énormément de choses qui se passent. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.